Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée sur Alizé Télévision, ce vendredi 15 juillet. Avant de développer les différentes informations de cette édition de la mi-journée, cet appel à témoins concernant la fugue de deux jeunes mineurs. Les deux jeunes sœurs ont fugué de leur famille d'accueil à Saint-Claude depuis hier en fin de journée. Marie-Louisa, âgée de 15 ans, et sa jeune sœur Brianna, âgée de 11 ans. Si vous détenez des informations sur ces deux jeunes mineurs, vous êtes invité à contacter la gendarmerie de Saint-Claude au 05 90 80 99 12 ou d'appeler le 17. Suite à l'attaque de Nice hier, durant les festivités du 14 juillet qui a causé plus de 80 morts, un deuil national de 3 jours a été décrété par François Hollande. Dimanche et lundi, la nation est invitée à respecter ce deuil. Et dès aujourd'hui, les drapeaux sont mis en berne au fronton des mairies, des écoles et des bâtiments publics. Dans un communiqué, le président de région invite chaque Guadeloupéen à se sentir concerné. Nous appelons à l'unité afin de faire front commun devant toutes les formes de terrorisme qui frappent le monde, déclare Harry Chalus. Dans le conflit au Crédit Agricole, les négociations sont au point mort et aucune solution n'est envisagée au niveau de la direction générale, ce sur ordre du président de la caisse régionale. C'est le message qu'ont décidé de faire passer les employés grévistes de la Banque Verte en grève depuis le 27 juin dernier. Les organisations de l'unité syndicale qui s'est montée organisaient ce matin une conférence de presse sur le piquet de grève devant le siège de l'établissement bancaire à Petit-Pérou aux Abîmes. Dans leur combat, les grévistes ont reçu le soutien d'autres organisations syndicales. L'un des représentants syndicaux venus soutenir les grévistes du Crédit Agricole est face à la caméra de Johan Charpentier-Titi. Alors, l'UNSA est principalement majoritaire dans la fonction publique. Et ce problème de 40% nous concerne directement dans la mesure où c'est quand même les fonctionnaires qui ont les 40%. Et si on laisse notre soutien est indéfectible dans cette affaire-là, dans la mesure où si on laisse passer ça, c'est la porte ouverte pour attaquer maintenant les collègues de la fonction publique. Donc nous avons l'obligation d'être là et de réussir le mouvement pour éviter que cette décision passe. Nous sommes là-dedans maintenant, hein. Nous sommes là-dedans. Donc nous nous alignerons sur les dispositions que prendront les camarades des syndicats au sein de cette maison. Il y a maintenant 20 ans, l'aérogare Guadeloupe-Pôle Caraïbes ouvrait ses portes après le basculement des activités et des installations de l'aéroport du Rézé. Depuis, la structure n'a cessé de se moderniser pour répondre à la croissance du trafic et à une fréquentation de plus en plus grande. En décembre 2008, Guadeloupe-Pôle Caraïbes, l'aéroport de Guadeloupe accueillait son 2 millionième passager de l'année. Et dès juin 2009, les autorités aéroportuaires lançaient l'opération Rush été. 7 ans plus tard, le dispositif s'est étoffé afin d'améliorer la prise en charge des passagers et permettre une meilleure fluidité des opérations. Le point avec Anne-Elisabeth Arsène. Passage obligé pour s'envoler vers d'autres horizons. L'aéroport, avec une estimation de plus de 400 000 passagers en cette période, Guadeloupe-Pôle Caraïbes active son plan Rush-été afin de gérer au mieux ce flux supplémentaire de voyageurs. C'est une période de forte activité pour laquelle nous mettons en place un certain nombre de dispositions qui s'appellent effectivement dispositif Rush-été. Donc c'est d'abord la neutralisation du linéaire arrivé pour permettre donc une fluidification de la circulation. Par ailleurs, nous complétons donc nos équipes en renforçant nos équipes avec de nombreux jeunes, dont certains issus du lycée hôtelier, lycée des métiers de l'hôtellerie, du tourisme de Gosier. Depuis 2015, Pôle Caraïbes et le lycée hôtelier coopèrent afin que des lycéens comme Jessica, en première année de BTS Tourisme, découvrent le monde professionnel par le biais de stages en immersion. Cette convention de partenariat permet à ces jeunes étudiants de valider leur formation tout en bénéficiant d'une première expérience professionnelle, en renforçant notamment les équipes pour l'accueil des passagers, mais aussi pour gérer les accès aux zones de contrôle de la police aux frontières et de sûreté.
apportées. J'envisage plutôt de travailler dans le secteur aéroportuaire et j'ai eu l'opportunité et l'occasion d'être présente ici parce que j'ai pu signer un contrat de partenariat avec le lycée de l'hôtellerie du tourisme qui vient du Gosier avec l'aéroport. Et je suis très contente parce que j'aime beaucoup l'accueil avec la clientèle. J'adore le contact relation avec les clients. Autre dispositif du plan Rochité, le bus. L'aéroport est desservi depuis quelques semaines par 4 lignes afin de faciliter l'accès sur le site. D'abord aux professionnels, puisque on sait qu'il y a de nombreux stagiaires qui viennent à l'aéroport, des personnes qui n'ont pas encore malheureusement leur permis. Sachant que dans la zone, nous avons aussi Pôle emploi qui s'est installé dans la zone d'activité Antiopolle. Et cela permet donc à ces jeunes de pouvoir avoir accès. Nous avons aussi des employés, des collègues collaborateurs qui n'ont pas de véhicule. Et ça permet d'avoir un accès beaucoup plus facile aujourd'hui. Pôle Caraïbes s'est également doté d'une voiturette pour les personnes à mobilité réduite. Nous, avec cette nouvelle petite voiture, ça nous permet de réduire le coût du parcours qu'on faisait en fauteuil. Et ça permet que les gens arrivent plus vite au bagage. La mise à disposition de poussettes et de fauteuils en libre service, ainsi que le Wi-Fi gratuit, complètent la panoplie du dispositif Rochité de Guadeloupe Pôle Caraïbes pour les 800 000 voyageurs de ces 2 prochains mois. Et si près de 500 000 touristes prennent l'avion pour venir découvrir la Guadeloupe, beaucoup de Guadeloupéens décident eux aussi de profiter des joies des grandes vacances dans l'archipel. Les vacances au pays sont l'occasion de pratiquer de nombreuses activités et même de découvrir des sites méconnus. Revue de détail avec Cécile Allègre. Voyager au bout du monde, pourquoi pas? Mais nombreux sont les Guadeloupéens à penser que le paradis des vacances se situe sous leurs pieds. Alors, pourquoi ne pas rester pour profiter des nombreux cadeaux qu'offre l'archipel? Certains habitants ont d'ailleurs à cœur de montrer aux touristes les atouts qu'offre la Guadeloupe. Passionnés de randonnée ou amoureux de la faune et de la flore, le bonheur n'est pas loin. Il y a là, le parc national, il y a plusieurs randonniers, c'est-à-dire soit la maison de la forêt. Les chutes de Moreau, par exemple. Le grand étang. Oui, et il y a aussi un parcours en fait pour pouvoir aller par exemple au bain colo, il faut marcher la plage, la rivière, les chutes. Puis voilà, il y a plein d'activités à faire, donc pourquoi partir. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Voilà, qu'on soit plage, montagne, il y a une grande diversité, donc il y a pas mal à faire quand même ici. On a prévu un week-end aux Saintes aussi. Et ici en Guadeloupe, c'est plage, montagne, rivière. Donc aussi dans le bateau, les Saintes, aussi. La Dominique peut-être. On va organiser des sorties, rivière, à la mer, enfin voilà, aller à Port-Louis, voir le petit train. Alors, c'est vrai qu'il y a la mer, mais il n'y a pas que la mer, il y a la rivière. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a notre jardin botanique, enfin bon. Comme moi, il y a quelques années avant d'habiter ici, je venais en vacances pour les plages, pour le climat, pour découvrir un peu les gens, quitter la grisaille de Paris. Si votre budget est réduit et que vous passez toutes vos vacances en Guadeloupe, pas de panique, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Pourquoi ne pas sortir votre hamac pour une sieste au bord de l'eau ou vos chaussures de marche pour l'ascension de la Soufrière? Malgré ces belles choses, on fera quand même un tour dans la Caraïbe pour plus d'informations sur l'actualité dans la grande région. À Cuba, le ministre de l'économie quitte ses fonctions pour une nouvelle mission. Au Brésil, le Congrès des députés vient de choisir un nouveau président d'Assemblée. Et au Guyana, c'est des décès soudains de nombreuses volailles qui inquiètent les autorités. C'est votre rendez-vous Caraïbe. Le ministre cubain de l'économie quitte ses fonctions pour diriger une commission chargée de conduire des réformes vers une économie de marché. L'annonce a été faite par le gouvernement cubain. Marino Murillo sera remplacé par Ricardo Cabrizas Ruiz, qui a été responsable des relations économiques internationales de l'île et de la restructuration récente de sa dette. Les 2 hommes sont également vice-présidents. Le président cubain Raúl Castro avait averti ses compatriotes qu'il devait se préparer à des temps difficiles en raison d'un manque de liquidité et de la diminution de l'aide pétrolière du Venezuela. La croissance de l'économie cubaine ne répond pas à la dynamique de développement dont le pays a besoin et n'a pas d'impact significatif sur l'économie domestique, avait déclaré Marino Murillo au Congrès du Parti communiste cubain. Le régime castriste avait autorisé les Cubains à exercer des activités à leur propre compte depuis que les ressources de l'État avaient fondu après la fin de l'aide de l'Union soviétique. Cette réforme a permis de faire émerger un embryon d'économie marchande que le gouvernement cubain voudrait désormais développer.
Fervent allié du président par intérim Michel Temer, Rodrigo Maia a été élu président de l'Assemblée par le Congrès des députés du Brésil avec 285 voix sur 460 au second tour. Âgé de 46 ans, il succède à Eduardo Cunha, démissionnaire et fer de lance sur la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff, accusée d'avoir maquillé les comptes publics. Eduardo Cunha était suspendu de ses fonctions de président de la Chambre basse depuis le début du mois de mai pour entrave à la justice. Quelques semaines à peine après avoir pris ses fonctions, le gouvernement Temer a été contraint de se séparer de 2 ministres. Plus d'un tiers des parlementaires brésiliens font d'ailleurs l'objet de poursuites ou d'investigations judiciaires, selon le site Congresso M. Foco. La probité de la Cour suprême elle-même est remise en cause. Toutes ces révélations ont jeté une fois de plus le discrédit sur une élite engloutie dans l'opération Lava Jato, autrement dit Lavage Express, une enquête sur le scandale de corruption lié au groupe public Petrobras. Le Guyana a demandé l'aide d'une université aux États-Unis pour comprendre les raisons pour lesquelles des volailles élevées sur la rive orientale du pays sont touchées par des décès soudains. Le directeur général adjoint de l'autorité de développement de l'élevage du Guyana, le Dr Dwight Walrond, a déclaré que des échantillons ont été prélevés sur des poulets issus de cette région pour être envoyés à l'université de Géorgie pour des tests. L'objectif est de réaliser des tests sur un large éventail de maladies. Sur la base de signes cliniques, il y a 2 manifestations différentes qui ont eu lieu. C'est pour cette raison que l'aide de l'Université de Géorgie aux États-Unis a été sollicitée. Les médias guyanais ont mis en évidence plusieurs cas de mort subite de volailles, en particulier le mois dernier, quand un agriculteur a perdu plus de 800 poulets. Pour l'autorité de développement de l'élevage du Guyana, il est encore trop tôt pour déclarer une épidémie de maladie de la volaille, étant donné que les cas étudiés sont dissemblables et affectent différentes races. La 5e étape du TGVT, le Tour de Guadeloupe en canot à voile traditionnel, s'est couru hier entre Terre de Haut et la plage de la Dacha au Gosier. C'était la plus longue des étapes de ce TGVT et qui a finalement vu la victoire sur le fil de l'équipage conduit par Claude Tellier devant celui du jeune Jean-Félix Forbin. Mais après une disqualification en raison d'une infraction aux règles de priorité, c'est finalement l'équipage de Nicolas Rosé qui s'est classé 2e devant celui d'un autre Forbin, Marc celui-là. Je vous propose d'écouter le vainqueur de l'étape d'hier. C'est la fête nationale aujourd'hui, donc on fait cocorico pour notre équipage, on a très bien marché. On est bien sorti au Saintes, on a bien géré le gros mauvais temps parce qu'il y avait vraiment de la grosse mer dans le canal. Les conditions se sont calmées. Après Capester, il a fallu être plus régatier. Jean a su revenir à terre. Il passe la bouée devant nous là-bas et on fait une superbe remontée au pré à tirer des bords, une bataille de folie et on arrive à le passer devant. Donc voilà, on gagne l'étape et on sera premier au général, je pense, à l'issue de cette étape. Confirmation, Claude Tellier est effectivement premier au général. Aujourd'hui, mais c'est arrivé sur la plage de la Dacha attiré d'un nombreux public venu profiter du beau temps de ce 14 juillet pour assister au spectacle donné sur l'eau. Parmi eux, des spectateurs d'un jour, mais également des passionnés qui suivent régulièrement les équipages de la flotte. Anne-Elisabeth Arsène en a rencontré quelques-uns. Reportage. 10 minutes, là ils ont un peu d'air, il y a un peu de vent qui est remonté devant le Gosier. Après une escapade aux Saintes, c'est au Gosier que la flotte du TGVT a livré son verdict pour cette 5e étape, devant un public venu en nombre. Et parmi ces spectateurs, de vrais amateurs, passionnés par cette compétition. C'est un mélange, c'est traditionnel, c'est très sportif, puisque bon, les mecs pour préparer ça, bon, ils sont obligés de faire un peu de salle et beaucoup de sport. Et c'est pour ça que les jeunes, c'est leur point fort, quoi. Là, ils se préparent un mois et demi à l'avance et on voit la différence. Mais sinon, c'est une grande fête, il y a du monde, il y a beaucoup de couleurs et les gens, au fur et à mesure, au fil des années, apprécient et aiment, quoi. Que j'aime la voile, j'étais ancien pratiquant de voile, donc c'est d'abord l'amour de la voile et puis c'est une manifestation majeure quand même pour la Guadeloupe. Et puis il faut dire, j'aime bien le canot de Sainte-Rose de Marcelin Wilbon,
Donc parce que c'est un pêcheur, c'est quelqu'un de traditionnel et je l'apprécie. Donc j'aime bien sa façon de faire. Après qu'il gagne ou qu'il gagne pas, c'est pas grave, hein, mais bon, on voit c'est le meilleur qui gagne et puis c'est très tactique aussi la voile. Hein, vous savez, hein, c'est pas monter sur un canot et puis faire avancer. Hein, il y a beaucoup de tactique, beaucoup de pratique aussi à avoir, quoi. Et puis c'est beau. Cette étape a aussi réuni des habitués qui ne ratent pas une arrivée du TGVT. Je suis un suiveur des courses. Finalement, ça a été plaisir pour moi d'être là, de voir la course a été gagnée sur la plage du Gosier. Et finalement, Claude Tellier, Jean Forbin et mon cousin Wilbon Marcelin qui a fait quand même un effort, même quand ça n'a pas été pour lui, parce qu'il avait un mauvais réglage. Mais j'espère que demain, il sera quand même l'un des premiers entre Gosier et Sainte-Anne. Je suis devenu au Gosier, je suis venu voir un peu TGVT. Et ça m'a fait plaisir que Tellier a fait premier et Forbin a fait deuxième aussi. Et c'est super. Je vais aller faire un tour aussi à Sainte-Anne et aussi à Saint-François aussi, voir le TGVT. Manifestation sportive et culturelle qui fait partie du patrimoine maritime guadeloupéen, le TGVT s'impose de plus en plus comme la compétition majeure de voile traditionnelle, tout en mettant en lumière les villes-étapes, favorisant de ce fait le tourisme en cette période de grandes vacances. La ville-étape aujourd'hui est Pointe-à-Pitre et c'est sur le plan d'eau de l'Oricisque que les coureurs de ce TGVT doivent faire leur arrivée. Le départ qui était prévu ce matin 10h30 s'est donné normalement tout à l'heure en raison de quelques problèmes techniques qui ont dû obliger les organisateurs à repousser de plusieurs heures le départ. Nous parlons sport toujours, mais cette fois-ci de cyclisme. 7e étape du Tour cycliste international de Martinique a pris le départ ce matin à Ducos pour rejoindre les Anses d'Arlay au programme 105 km 300 et une arrivée programmée vers 13h. Ce matin, c'est Jocelyn Lampérière qui est parti en jaune. Les habitants de Cocoyer, de l'Espérance, de Rousseau, Salette, du bourg de Mornalo seront privés d'eau dimanche à partir de 8h en raison d'un renouvellement de vannes. Le retour à la normale est prévu en début d'après-midi de dimanche. Et aux Abîmes, c'est à Bourrico et dans les points hauts de la commune que la distribution d'eau est perturbée en raison de travaux à l'usine de Déhauteur, nous informe le maire des Abîmes. Éric Jalton, qui a rencontré la présidente du conseil départemental en charge de ces travaux, demande à ses administrés de faire preuve de patience. Un point sur la météo pour aujourd'hui. Éclaircies et passages nuageux vont alterner cet après-midi, mais le soleil devrait briller sur la plupart des communes de l'archipel. Pour aujourd'hui, l'indice Atmo est de 4 pour une bonne qualité de l'air selon Guader. Je vous souhaite un bon appétit si vous passez à table. On se retrouve ce soir à 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.